Karine Évrard, Bonjour. comment ça va? Bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes Corpo avec Flora, Juliette et moi-même Julia. On est ravis de t'accueillir ici. Moi aussi, je suis contente d'être là. Bah oui, tout à fait. Là, juste avant en off, j'ai bien aimé parce que tu disais que, et c'est marrant parce qu'il y a plein de femmes corpo qui en off nous disent je veux pas vous dire que ça a été les doigts dans le nez, ma carrière, non, etc. sûrement Et pas. justement, on est là pour ça. Première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors Karine, je suis productrice chez UGC Séries. C'est-à-dire qu'on fait des séries, on produit des séries pour les diffuseurs, chaînes, plateformes, etc. Et avant, j'ai commencé à TF1, j'ai travaillé 18 ans à TF1 auprès d'une grande dame à l'unité jeunesse. Ouais. Et on a monté T'es fou, la case jeunesse pour les, Hmm. voilà, pour les enfants, les 4-10 ans. Et Des c'est clientes ici, je pense, de T'es fou quand Bien on était sûr. enfant. Vous étiez des spectatrices de T'es fou Bah ou moi pas? oui, mais c'est pas votre génération, je pense. Ouais. c'est pas votre génération, mais C'est la mienne, c'est la mienne. Mais c'est moins celle celle de de Julia et Flora. Juliette. Ma génération, puisque mes parents ne voulaient pas avoir le câble, donc on n'avait que 5 chaînes. Donc merci à toi. Voilà. Et non, mais en fait, c'était des années formidables chez TF1, voilà, 13 ans. Et ensuite, j'ai eu envie de travailler sur des programmes. Enfin, moi, j'étais plus sur la direction artistique, sur travailler des programmes de fiction en live, c'est-à-dire de travailler sur des histoires avec des comédiens, etc. Donc, je suis passée à la fiction prime de TF1 pendant 6 ans. Et ensuite, je me suis extraite de tout ça, parce que 18 ans de groupe, c'était. Voilà, j'ai eu mes raisons. Et je suis devenue, je pensais pas devenir productrice. Ce que je dis, pour être productrice, faut être, c'est tout sauf moi. Je suis pas assez dure, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis pas assez cela. Et en fait, petit à petit, je suis devenue productrice et je me suis surtout j'ai trouvé les bons éléments, et d'être bien entourée pour pouvoir faire ce que en tout cas, ça me correspondait d'être bien entourée. Enfin, voilà. C'est qui la grande dame? T'as pas cité son nom chez TF1? Dominique Poussier, Ok. On aime bien mettre un peu les femmes, évidemment, dans Femmes Corpo, bien sûr. les grandes femmes corpo en avant. Ouais. C'était ta mentor? Ouais. C'est elle, tu dirais, qui t'a tout appris, comme on dit dans le Bah, en jargon? fait, c'est d'abord quelqu'un qui, humainement était exceptionnel. C'est ça que je retiens, moi, chez les gens, plus que leur CV, hein. Et en plus, elle était elle était, accompagnante. Elle avait cette capacité à me rassurer, parce que j'étais quelqu'un de très inquiet. Il faut savoir que c'est pas évident enfin, je veux dire, on peut penser qu'avec une carrière comme ça, j'étais sûre de moi, que tout allait bien. Pas du tout, l'inverse. J'étais entourée, j'étais en confiance et elle arrivait à extraire le meilleur de moi-même. Et c'est toujours quelqu'un avec qui je suis en relation. Je pense que je lui ai confié plus de secrets qu'à ma propre mère et en même temps, je la vous vois toujours. C'est une Excellent. grande dame. T'as fait quoi comme études? Alors j'ai été en fait, assez perturbée dans mes études parce que j'ai été malade, hein, on va passer vite fait là-dessus. Donc j'ai eu des séjours un peu compliqués à l'hôpital, tout ça et je savais pas trop ce que je voulais faire et c'est l'époque, des années, pub. Et j'ai dit à ma mère: «Écoute, je pense que je veux faire de la sociologie, j'adore étudier le comportement des gens, les sociétés, j'aimerais bien être sociologue» et là, elle m'a regardée, elle a dit: «C'est sympa ton truc, mais si ça pouvait être concret aussi, tu vois? Tu pourras toujours être sociologue un jour» et Le donc fameux concret des parents, voilà, quoi. voilà et donc bon, entre les séjours, tout ça, bon bref, donc j'ai fait 2 BTS, c'est pas très pub, marketing et communication. Donc pas des études de dingue, hein, franchement, voilà. Dans quelle université? Dans quelle ville de France? Paris, Ok. T'as grandi à Paris? ouais. Alors non, 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 pas du tout. Ça, j'y tiens parce que c'est très important. Bien sûr. Je suis ch'ti, donc j'ai grandi dans le Nord. Comme notre vidéaste. C'est vrai? Et derrière ses caméras. Ah, il est content! C'est un endroit que j'adore, qui m'a donné en plus des clés vraiment pour après. Peut-être qu'on en reparlera, sur la manière de se comporter, la manière d'être avec Hmm. les gens. Voilà, donc à 16 ans, je suis arrivée à Paris. Ok. Avec tes parents? Alors avec, en fait, mes parents ont divorcé, on était de fourmis. Mes parents ont divorcé et maman est arrivée avec ses 3 enfants, sous le bras à 40 ans à Paris. Elle, c'est une vraie femme, corpo, hein. C'est une vraie de vraie. Ah ouais? Bah oui, parce qu'elle était, femme d'opticien dans une ville de province et elle est devenue productrice à 40 ans avec 3 enfants sous le Ah, bras. elle est devenue productrice. Ouais Ah, Donc c'est lignée et familiale. oui
Elle travaillait pas et elle est devenue productrice à Si 40 elle ans? travaillait, mais elle était, opticienne. D'accord. Donc C'est elle qui t'a donné envie, du coup, de faire de la production? Ou de bosser dans l'audiovisuel en général? non, c'est elle qui, à un moment donné, je cherchais, un boulot, je refusais complètement de travailler pour maman, parce que, à cet âge-là, on n'a pas du tout Ouais. envie, que ce soit, Faire lié l'inverse. on veut absolument, prouver qu'on est capable d'eux et moi, je voulais travailler pour les études quali, les études quanti, tout ce qui était marketing, tout ça et elle m'a dit: «Mais Karine, moi, je fais des programmes pour enfants, heu, je voudrais que tu analyses le comportement, enfin, en tout cas, les contenus de mes programmes auprès d'enfants et comme tu adores ça». Donc j'ai pris, des, pitchs de programmes, je suis rentrée chez enfin, elle m'a engagée, donc il y a rien de dingue. Elle m'a engagée et puis je suis allée valider auprès de classes et je lui ai fait des rapports, des analyses, sur la sémantique et cetera pour, hem, alimenter les contenus, en fait, qu'elle développait et en et puis après je suis rentrée dans la boîte, j'ai développé parce que j'ai vraiment le côté beaucoup plus artistique que financier et c'est là où cette grande dame, Dominique Poussier, est venue me chercher Mmh. pour, donc très Génial. jeune, hein, Tu avais quel âge? 26, quand je Donc suis tu as arrivée quand à même TF1, bossé, combien de temps avec ta mère au final? 2 ans. Ah De toute bon. façon, elle a déposé le bilan, Ah. donc ça a été violent. Bref, plein de teuf-teuf jusqu'à ce que j'arrive à un moment donné où Dominique vienne me voir et me dit: «J'aimerais beaucoup que vous me rejoigniez, Chez TF1. chez TF1». Moi, j'ai fait: «Mais j'en suis incapable, Mmh. voilà, Pourquoi heu, tu as eu cette réaction-là de: «Je suis incapable, je suis pas légitime», pourquoi? parce que 26 ans, parce que moi, d'abord, il y a peut-être plein de filles qui se seraient dit: «J'en suis capable» et cetera. Moi, non, mais en même temps, j'étais bien entourée. On me disait: «Mais Karine», et puis c'est la jeunesse et la jeunesse, l'enfance, j'adore ça parce que ça reste, poétique et cetera. Bon bref et qu'on brille beaucoup et ça, c'est important dans ma vie. On peut dire que tu diriges donc la fiction et les séries chez UGC. C'est un énorme poste. Non, je dirige pas. Je suis productrice, c'est-à-dire qu'il y a Mmh. voilà, c'est-à-dire que comment c'est organisé? J'ai le service, le service, fiction a été, chapeauté, enfin en tout cas a été créé, par, Franck Calderon qui est, mon patron et ensuite il a d'abord eu une petite entité de série et puis il a fait un gros carton, puis 2 gros cartons et donc on lui a dit: «Beh, tu peux, augmenter le champ, en fait, des producteurs» et il a, pour monter un groupe, qui serait le groupe UGC Séries et au sein de cette dynamique, il m'a dit: «Beh, Karine, rejoins-moi» Mmh. parce qu'en fait, ils sont plus attachés à des profils, de producteurs et donc je suis arrivée, à ses côtés pour, produire des séries, des unitaires et cetera. Voilà, mais c'est pas moi qui dirige tout le pôle. OK. Moi, je dirige j'ai mon label qui s'appelle Lady Fiction et Lady Fiction? oui, Lady Fiction. oui, Très femme corpo dans voilà. j'aime bien l'esprit. Bah, non, ce que je trouvais, en fait, dans Lady Fiction, ce que j'aimais bien, c'était effectivement que, bah, je suis une femme, hein, bon déjà, et que, c'est des valeurs, que je trouve, parce que c'est un métier qui demande à être assez costaud, hein, quand même, mais je voulais revendiquer des valeurs, plus Pourquoi c'est un métier plus costaud qu'un autre? c'est un métier qui nécessite quand même d'avoir, un mental, assez, Solide. solide parce qu'il est à la confluence de plein de choses très différentes et très opposées. À savoir, il y a on est au milieu d'artistes qui ont une sensibilité, mais la série, ça reste très un vrai Industriel. business Mmh. industriel avec beaucoup d'argent à la clé et en fait, il faut composer avec toutes ces choses-là et parfois ça fait voilà, il y a l'artiste qui veut pousser un cri, qui a une vision. Il y a la chaîne qui finance la série et qui va avoir une volonté par rapport à son marché, le marketing, voilà, nous, on est payé en moitié par la chaîne, donc on est les clients, mais en même temps, on a des artistes qu'on doit absolument, voilà. Garder. Donc on est quand même à des endroits où il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup d'enjeux, heu et beaucoup d'ascenseur émotionnel.
C'est jamais gagné. Vous êtes une femme corpo qui bouscule les codes de l'entreprise ou vous en connaissez une. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou à nous envoyer un DM pour nous le signaler. On a trop hâte de vous recevoir sur notre canapé. C'est quoi la différence entre une productrice, un producteur qui est indépendant, qui est entrepreneur, qui a monté sa boîte, et une productrice comme toi qui travaille dans un gros groupe comme UGC? C'est comment dire, le confort. Et puis la finance, enfin, financièrement, c'est En quand même un fait, peu c'est plus le simple, non? En fait, de travailler comme ça, alors d'abord d'être bien entouré, ce qui est le cas, mais ça a été un long chemin. Enfin, je veux dire, c'est pas, enfin de ma part d'aller là où il fallait que je sois, parce que c'est et c'est un confort exceptionnel de pouvoir, en tant que producteur, se concentrer uniquement sur les projets à développer, l'artistique, la fabrication, Mmh. sachant qu'on a derrière nous des, heu, un support juridique, financier, que tout le monde fait en sorte que je sois à l'aise pour vendre et développer les meilleurs projets, voilà. Quand ton boss actuel, il est venu te chercher chez TF1, Alors il n'est pas venu me chercher à TF1 ah! parce que en fait, à TF1, quand je suis passée à la fiction, et je tiens à le dire, ça n'a pas été simple du tout. J'ai fait un gros burn-out, Ah! Oh! On va en énorme, de parler. 18 mois, et je le dis parce que c'est très important de le dire. Ça existe, c'est pas mais c'est un vrai, c'est pas enfin, je veux dire, En quelle année tu as fait un burn-out? heu, j'avais 42 ans, donc il y a un moment, c'était en, 2010. C'était quoi ta situation professionnelle et personnelle à ce moment? Alors, bah, j'étais au carrefour de 3 jeunes enfants, tout à fait merveilleux, mais voilà, Dans la fleur de dans l'âge. la fleur de l'âge, voilà. Je venais de prendre un nouveau boulot, passer de, la jeunesse à la fiction. Ce sont pas du tout les mêmes enjeux. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une pression à être au prime. Donc à ce moment-là, tu étais productrice de fiction? J'étais à la diffusion, c'est-à-dire je suis, conseiller de programme au sein d'une chaîne, c'est-à-dire que j'accueille les projets que les producteurs nous ont proposés et on va les sélectionner pour dire: «Oui, celui-là, non, celui-là», et cetera, et une D'accord, fois que la direction a dit: «OK, on part sur ce projet-là», on suit avec le producteur tout le process d'écriture, d'accord. de fabrication, de casting. Si on se plante et que l'audience est mauvaise, C'est de votre faute. ça a un écho énorme et des répercussions énormes. C'est une chaîne privée, donc les investissements publicitaires, donc on a l'impression parfois, un peu à tort de tenir dans le cœur de nos mains, le poumon, le cœur, de l'industrie, quoi. Et en tout cas, moi j'ai pris ça très à cœur. C'est un métier qui était totalement nouveau pour moi. Je suis passée de la jeunesse à la fiction, c'est pas du tout pareil, mais pas du tout, et par conséquent, La pression était très lourde. très lourde, que je me suis mise, que j'ai ressentie. Je donnais tout parce que je voulais être une bonne élève. Je venais chercher mon petit sucre tous les matins. On me disait que c'était formidable. Donc, je me disais: «C'est pas grave, je suis fatiguée, je suis épuisée, mais c'est pas grave». Bon, et en fait, ça m'a explosé. C'est quoi, juste proportionnellement, la pression que tu t'es mise vs la pression qu'on t'a mise, tu dirais? J'ai jamais su. C'est tellement, j'aimerais pouvoir te dire, «C'est la boîte qui m'a épuisée». C'est pas vrai. C'est moi-même qui aussi par rapport aux enjeux, alors après il y avait quand même, je voyais autour de moi, heu, contrairement à la protection que j'avais eue à la jeunesse, la vie et la mort de gens, Ouais. dans l'entreprise, et tout ce que ça veut dire l'entreprise aussi, d'enjeux, de concurrence, de voilà, de ce que c'est qu'une entreprise, et cette réalité-là, elle m'a un peu effrayée. Donc je me suis fondue complètement dans le et ça j'ai pété un câble parce que j'avais aussi un vrai problème entre, être parfaite, être une mère parfaite, être une, professionnelle parfaite, être une, c'est Femme parfaite. toutes ces injonctions que j'ai prises de plein fouet, parce que j'aurais pu avoir un peu plus de recul, m'ont littéralement, à un moment donné, épuisée. Comment on t'a diagnostiqué, ton burn-out? Si c'était Hem, en 2010, j'imagine que le mot était moins alors répandu ça n'existait pas. qu'aujourd'hui. Ça n'existait pas. C'est-à-dire que c'était un truc, d'abord, c'était tabouissime.
Alors moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, je me suis sentie, tout d'un coup extrêmement, mais anormalement fatiguée, Mmh. mais tellement que, je ne pouvais par exemple, je n'arrivais pas à suivre le groupe quand on allait en réunion. Je n'arrivais pas à aller jusque enfin, je veux dire physiquement. Ma souris d'ordinateur, c'était compliqué. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Donc j'ai fait tous les médecins. Je suis même allée à Cochin pour, voir les maladies, rares. On Ah m'a ouais. fait ah non, mais on ne savait pas ce que c'était. Et en plus, à l'époque, c'était beaucoup moins, démocratisé, si je Ah puis mais dire c'était pas que du tout démocratisé, hein. ouais. C'était presque tabou, tu le disais, C'était tabou et on n'en parlait pas, on n'en parlait vous pas voulez cacher ça, en fait? et c'était, oui. Et quel médecin te l'a Alors, diagnostiqué alors? c'est pas tout à fait ça. C'est que au bout de quelques mois et moi je me disais: tiens bon» parce que j'avais été élevée à ça, hein, le travail ça déconne pas, donc c'est un truc important pour moi, c'est attention quand même, hein, faut pas des hein. Ça peut vraiment on peut aller dans le mur, quoi. C'est-à-dire que j'ai failli ne pas me relever quand même, hein. Donc je suis allée, voir des médecins totalement, «Qu'est-ce qui lui arrive? Vous êtes fatiguée, c'est du surmenage» et cetera. Parce qu'à chaque fois, j'avais l'attention qu'il fallait, les examens étaient parfaits, enfin, je veux dire, personne ne comprenait et pourtant j'étais réduite, j'étais un lait et une personne, qui avait un père médecin qui était haut placé, me dit: «Mais Karine, est-ce que tu ferais pas un burn-out?» Je lui dis: «C'est quoi?» Oh, il me dit: «Non, tu peux pas faire un burn-out parce que si tu, heu, si tu lisais un scénario, ben, tu aurais peut-être presque envie de vomir». Et là, je me dis: «C'est marrant, j'y arrive plus, en fait» et c'est un peu ce Mmh. qui m'arrive quand je vois que j'ai tout à lire, tout à faire, tout à machin et puis, ensuite, bah, je suis partie j'ai tenu et puis je suis partie en vacances et j'ai pas pu me relever. C'est-à-dire que je suis partie en vacances et je me suis, totalement effondrée, j'ai pas pu me relever pendant 2 mois, 3 mois, voilà. Mais je suis revenue dans l'entreprise Au bout de 2 mois. au bout de 6 mois. Parce que tu as dit 18 mois tout à l'heure. Non, c'est au bout de 18 mois dans l'entreprise. D'accord, OK, ouais. Quand j'ai changé, je suis partie de la jeunesse à Mmh. voilà, là j'ai tout donné pendant 18 mois et là, je me suis écroulée D'accord. en partant en vacances. Donc 3 mois plus tard, 6 mois tu plus reviens. tard. 6 mois plus tard, Alors tu 3 reviens. mois plus tard, je peux me lever, heu, Mmh. c'est triste ce que je raconte, non? Bah Bah non, non, c'est ça nous hyper important intéresse, le il y a beaucoup de burn-out. gens qui font des burn-out Bah, qui bien nous sûr. écoutent. Et surtout, personne ne nous en a parlé encore. Ouais. Je suis très angoissée de parler de tout ça. Non, Ah, franchement, Non, enfin, pas du tout. bah, on veut Non, pas mais je veux dire, te c'est pas voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'en sort, ça reste, donc je suis revenue ensuite dans l'entreprise, et mon médecin m'avait dit, «Bon, est-ce qu'il faut peut-être pas parler de burn-out? Il faut peut-être parler d'autre chose», Fallait mmh. pas en parler, quoi. ouais. Et Le j'ai dit: «Ah burn-out non, était un mot interdit. ah non, 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 je vais en parler. Non, non, je vais dire ce que j'ai» et alors là, c'était extraordinaire. C'est qu'à partir du moment où j'ai dit: «Oui», je me suis écroulée de stress. J'ai plein de gens qui ont voulu venir me parler: «Karine, je peux te voir, je me sens pas bien, Mmh. Tu as et ouvert la ouais, porte avec ton oui, histoire à la libéralisation de la parole. ouais, quelque chose comme ça et puis après quand même mais en fait, ça a toujours été une vraie interrogation. J'ai toujours été déchirée parce que je suis très mère. J'allais dire que C'était ouais, vas-y. j'allais Je dire pense que c'est comment la juste tu as même. géré ton burn-out justement avec tes enfants? Mais comment quand on est pendant 3 mois au lit et qu'on peut pas se lever et qu'on a des enfants en bas âge, on Mmh. fait? Eh bien, moi, je me levais à 5 heures pour que quand ils rentraient de l'école mais de toute façon, j'étais tellement assommée que j'étais très douce, très calme, l'inverse de ce que j'étais avant. Mais ils questionnaient pas le fait que tu sois à la maison et cetera? Tu leur as dit que tu faisais un burn-out? Oui, maman est fatiguée, mais pas plus que ça. Avec le recul et de cette expérience, Ouais. pour les personnes qui nous écoutent, Mmh. les femmes qui nous écoutent et qui Mmh. peuvent traverser des périodes de Ouais. burn-out et faire des burn-out, quels conseils tu donnerais aux femmes pour, annoncer à leurs enfants effectivement qu'elles traversent ce genre de période? Je crois que, maman a trop t enfin, je sais plus comment j'ai formulé les choses, hein, donc je sais Ouais, pas, ouais. peut-être, hem, mais en fait, en fait, si, je sais, c'est de montrer qu'on peut être faible, de montrer qu'on peut être fragile, Vulnérable. de montrer qu'on est vulnérable, d'arrêter de penser,
qu'on ait des modèles de force. Parce qu'en fait, en face, on a des enfants qui ne s'autoriseront jamais à ne pas être tout puissants. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une mère extrêmement forte, qui ne montrait jamais que ça n'allait pas. Et du coup, je me sentais un peu nulle quand Mmh. j'allais pas. Mmh. Est-ce que tu as inculqué d'autres valeurs, du coup, à tes enfants? Oui, Du style que parce que moi, par exemple, non, mais c'est une question, parce que moi, on m'a appris dans mon éducation, pourquoi pas, que, on était quelque chose que grâce à son travail. oui, On n'existait que grâce à son oui, travail. Donc potentiellement, oui, quand on est en vacances ou en burn-out ou en congé maternité ou en arrêt maladie, bah, on n'existe pas parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose. Et je pense, enfin moi, il se trouve que j'ai été, éduquée comme ça, mais je pense que c'est un récit qui est moi peut-être aussi. dominant, Mmh. dans la société. Est-ce que toi, du coup, tu as mis un point d'honneur à dire autre Oui, chose que ça à tes enfants? oui. D'abord, il a fallu que je le comprenne moi-même et ça a été vachement dur. Je reste quand même, j'ai quand même une sorte de rapport au travail. Ça a été le travail de ma vie. C'est-à-dire d'arriver, et les enfants me l'ont dit, d'arriver à m'octroyer du plaisir. C'est-à-dire que le travail ne devienne pas. Je pense que c'est indispensable que le travail soit une des valeurs cardinales de la vie. J'en suis convaincue. Mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, ce que je vois autour de moi aujourd'hui, des gens qui s'arrêtent de bosser alors qu'ils ont tout donné, c'est qu'ils n'ont rien développé d'autre Mmh. et que c'est comme une mort sociale. Mmh. Et, et je pense vraiment qu'il faut en arriver à envoyer un autre message. Je veux pas dire qu'il faut pas bosser, que c'est cool, que la vie est cool, c'est pas vrai. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais quand même, enfin, c'est mes enfants qui m'apprennent ça. Ils sont très bosseurs, mais jamais Au détriment au de détriment leur d'autre chose. Et ça, j'ai enfant. vraiment essayé de l'inculquer. Mais je me suis battue contre moi-même. Donc si je comprends bien, ce podcast est tout simplement un buzz. Pour toutes celles et ceux qui adorent ce podcast, ou qui l'aiment même un petit peu, vous avez plusieurs choses à faire. La première, quand vous écoutez le podcast sur une plateforme de streaming audio, vous mettez 5 étoiles sur les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et toutes les autres. Si vous regardez en vidéo sur YouTube, là, c'est très simple. Vous mettez un pouce, un like, un commentaire, une photo, une story, ce que vous voulez. En tout cas, communiquez sur ce podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter. On est trop contente que ça résonne chez vous et que vous utilisiez concrètement les conseils qui sont donnés dans les podcasts. En bref, abonnez-vous. Ce qui n'est pas facile. D'ailleurs, c'est ce que Steve Jobs dit sur Oui, son bah, lit tout de à mort. fait. On en parlait beaucoup avec Oui. lui. C'est ce que Steve Jobs dit sur son lit de mort. Il dit, en fait, j'ai gagné un fric monstrueux, j'ai monté Apple, je Ouais. suis un monstre d'intelligence et dans la Startup Nation. Et pourtant, sur mon lit de mort, je me suis dit que qu'il y avait rien d'autre que l'amour, les enfants. C'est très Franchement, cliché, c'est le mais cliché, at hein. the end, Mais que tu aies gagné à 100 millions d'euros, c'est super, mais est-ce que ça t'a apporté la richesse émotionnelle et et en même intellectuelle? temps, Pas forcément. je n'aurais jamais pu. En fait, j'avais un peu envie de tout. Enfin, Bah, c'est dur de et ça reste des sacrifices. On peut pas dire. euh, je pense qu'on peut pas dire aux femmes avoir tout, c'est comme ça. Mmh. Il faut sacrifier des choses. Ouais, on Mmh. sacrifie forcément quelque chose. Mmh. Et du coup, ta reco, c'est de sacrifier le moins son équilibre C'est déjà, personnel et sa enfin, santé mentale. c'est surtout de vraiment apprendre à se connaître. C'est-à-dire que je savais, en fait, j'ai enfin trouvé moi l'endroit où je suis bien parce que j'ai compris que ce qu'il me fallait, c'était un environnement extrêmement bienveillant pour me challenger moi-même. Je sais pas comment. Et, et qu'on, et en fait, je n'ai fait que travailler et que mes enfants. Est-ce que tu penses que les hommes sacrifient autant que les femmes dans leur vie? Alors, pas ceux de ma génération. Les hommes qui m'ont entourée, mari, enfants, amis, ont toujours été des hommes absolument délicieux. J'ai pas été confrontée à des hommes dans l'entreprise dure. Et En- moi, j'ai une question juste. Quand tu sors de ton burn-out, tu ouais. changes de boulot ou tu gardes le même boulot? Alors, je change de boulot. Ah oui, Alors, c'est je ça. reviens à la boîte Ouais. Mmh. parce que je suis têtue quand même, c'est vrai. C'est-à-dire que je ne voulais pas partir parce que j'avais été malade, je voulais partir parce que je l'avais décidé. D'accord. Donc, je suis restée 1 an et demi et j'ai fait ce que voilà. Et après, je me suis dit, alors là, j'avais je sais plus quel âge, bon bref, 45 ans, et je me suis dit: «Allez,
je lâche tout. Je pouvais le faire parce qu'on m'aurait gagné de l'argent. Ça, c'est une grande, ça change tout, hein. Mmh. Et je me suis dit: «J'arrête tout, je suis indépendante et je vais travailler en indépendance pour, d'autres, producteurs, pour les aider à, organiser leurs projets pour bien vendre à une chaîne». Parce que je connaissais par cœur le Bien truc. sûr. Donc c'est vrai que j'ai été pas mal sollicitée et en fait ensuite je suis rentrée dans un autre groupe et dans ce groupe, je voulais pas devenir productrice. Je n'étais pas encore productrice, hein, ma mère est productrice. J'ai et je me disais: «Je ne peux pas être productrice, moi je suis pas assez forte, je suis pas assez dure, je suis pas assez carrée en chiffres» et en fait c'est faux. Mais je m'étais complètement auto-limitée. Personne m'a limitée. C'est toi, toute seule, tu t'es dit: «Je suis pas à Je me la suis hauteur». auto-limitée parce que d'abord c'est vrai que voilà, je suis pas une grande, folle de chiffres et cetera, hein, on va dire. Mais au fond de moi, je savais que j'avais quand même un talent. Ça, je le savais et je voulais pas le lâcher et en fait, je suis devenue productrice après, voilà. Mais mais à chaque fois, j'aime bien me remettre en cause aussi. Mais là, j'ai eu affaire à des hommes un peu plus, Dur. ouais, Tu as des enfants, oui, 3 enfants, oui, 3 beaux enfants. oui. Très beaux enfants. À chaque fois que tu as eu des maternités dans ta carrière, comment ça s'est passé? Combien de temps tu as pris de congé maternité? Alors, pas assez, mais c'est de ma faute. On te l'a pas imposé. Non. Moi, je suis partie en plus, c'était au moment où j'étais avec, Dominique. Donc service jeunesse, on a fait c'est pour ça que je peux pas dire que j'ai été limitée, heu mais je suis pas restée assez, j'aurais dû en profiter. Mais on était dans vous vous souvenez Rachida Dati, qui accouche, 2 jours après, elle est au boulot, trop bien, super, Ah bah ça, ouais, ouais, non mais attends, parce au que les secours! les filles qui nous tu peux peut-être raconter ça en détail, parce que les filles qui nous Alors le conseil écoutent, elles sont aujourd'hui, peut-être trop jeunes pour savoir ça. prenez tout le temps qu'il faut. Oui, non, mais Rachida Dati, faut juste pour que nos Ah oui, auditrices, pardon, sachent, oui. elle était ministre, elle est tombée enceinte, elle a fait sa grossesse en tant que ministre, qui était quand même assez exemplaire, parce qu'on la voyait avec son gros ventre au conseil des ministres et cetera. Puis elle a accouché genre un lundi et le mardi, elle était en réunion, au ministère, «Non mais tout va bien, je suis en réunion». Et je vais très bien. Voilà et je vais très bien. C'est là que la limite du rôle modèle, Alors peut être un contre-effet. et alors c'est Sans ça. critiquer Rachida Dati parce que Non, non, rien à elle voir. fait ça à une époque non mais bien sûr, mais Exactement. je sais qu'on pense tout ça ici, elle fait ça à une époque aussi où est-ce qu'elle a le choix aussi, Alors, Pour elle est au elle-même garder son gouvernement, boulot, enfin voilà, on est la d'accord. pression aussi sur elle On et est cetera. d'accord. Bien sûr. C'est-à-dire que je viens quand même d'une génération, et c'est pour ça que c'est important aussi où le modèle féminin qui était projeté, c'était Elsa en rodier. Nos pubs, enfin, je viens des années c'était une marque de fringues, Ah, elles assurent en rodier, rodier. c'est un slogan de ouais, cette marque? ouais. OK. En fait, c'est une génération, moi je viens c'est la génération 90, Ouais. hein, c'est Wall Street, c'est, Wonder Woman, elles ont des épaulettes, elles ont, voilà, on est vraiment dans une génération où on nous c'est femmes des années 80 jusqu'au bout des seins, on réussit tout et cetera. C'est les femmes sont des hommes comme les autres. Exactement Mmh. et en fait, moi j'ai fait corps avec ça comme toute une génération de femmes. Je vois les femmes de mon âge, on est toutes comme ça, à avoir, bossé et le boulot avant tout et avoir le bébé sur les hanches, le biberon dans le bec et en même temps le Burberry et en même temps l'agenda et ça répond au téléphone. Espèce de cliché qu'on a tous Ouais. essayé de et moi, qui m'a rincée de fatigue, qui voilà et donc c'est important je pense, hein, pour on n'est pas invulnérable et on peut aussi réussir en étant vulnérable. Est-ce que à quel point dans ton entreprise, tu disais et tu assumais ta vulnérabilité? En fait, voilà et ça, je l'ai assumé en fait, je l'ai assumé très tard. En fait, je l'ai complètement assumé et là, j'ai plus du tout été malade. J'ai été et au contraire, je me suis rendu compte que je rendais comment dire? Au lieu de faire croire que je savais tout sur tout, que j'étais implacable et cetera, quand j'allais dire: «Je ne comprends pas ce contrat» au service juridique, ils avaient l'impression d'avoir une certaine valeur à m'apporter. Quand je disais: «Ça, je sais, mais ça, je sais pas. Comment on fait?»
Bah, en fait, ça donnait de la valeur à la personne à qui je le Et demandais. à toi sur les choses que tu sais aussi. Et moi, je pouvais assumer ce que je savais. Je sais que je sais des choses, il y a plein de choses que je sais pas. Et tant mieux s'il y a des gens mieux. Et comme ça, il y avait pas de climat de compète, de compétitivité, etc. Tu conseilles aux jeunes femmes qui nous écoutent de dire je ne sais pas quand elles Ouais, et de demander de l'aide? oui. De pas se mentir, de pas mentir. Alors peut-être qu'on va me dire, tu planes, ma pauvre fille, ça marche pas comme ça, etc. Moi, je crois que si. Je crois que j'ai le droit de dire aujourd'hui, par expérience, que quand je me suis menti à moi-même et aux autres, je me suis retrouvée 5 mois au pieu, Mmh. avec des médocs jusque-là. Et quand j'ai enfin dit, voilà, je connais ma valeur, ça c'est du boulot. Enfin, quand même, je reconnais que j'ai de la valeur sur des trucs, ce que je pensais pas du tout. Et ben maintenant, je sais que j'en ai, basta. Mais je cherche pas à avoir tout réussir, remplacer tout le monde, etc. C'est quoi ton conseil pour une jeune femme qui veut devenir productrice de série? Alors, aujourd'hui, adorer ça. Il faut adorer ça. Il faut, adorer regarder les séries, il faut adorer, ce métier, les histoires, les auteurs, avoir envie de vendre, aimer vendre. Moi, j'adore ça. Je trouve ça génial de convaincre, quand je suis convaincue par le projet. Avoir un très bon relationnel et être très patiente. Tu patiente? Tu étais patiente, toi? Est-ce que j'étais patiente? Je suis à la fois terriblement impatiente et de toute façon, ce métier t'oblige à l'être. Donc si tu l'es pas, tu oublies. Et puis d'être extrêmement souple sur les rotules. Pouvoir rebondir, hein. Karine, on passe Oui. à la partie tac au tac, c'est-à-dire que je vais te poser des questions et tu vas devoir me répondre du tac au tac. OK. Très clair? Mmh. Première question, quelle est ta série préférée? The Crown. Moi aussi. Bon, Enfin, moi, c'est Downton Abbey, Mad Men et The Crown. Ouais. Voilà. Si tu produisais un... Personne m'a demandé. Poser la question à elle, mais bien sûr. Si tu produisais une série documentaire, ce serait qui ton ou ton invité de rêve? Mon invité de rêve pour un documentaire? Oh la vache, je sais pas. Attends. Jésus. J'ai failli dire Jésus, mais non. Non, non. Je pense que ce serait un enfant, de la DAS. Le cliché sur les femmes qu'il faut casser d'urgence. La puissance. Un moment où tu t'es sentie complètement légitime. Dans mon travail, un peu tout le temps. J'adore. Le mot qui résume ton moteur au quotidien. Le plaisir. Si tu pouvais Ça a produire, changé, hein. si Oui. tu pouvais produire ta propre vie, qu'est-ce que tu changerais au montage? Ah bah, ce que je changerais au montage, c'est, bah, les épisodes de d'écroulement, quand même, hein. Mais Hem, d'un côté, il faut les montrer, c'est ce que je couperais ah oui, pas d'accord, OK. coupé au montage, c'est Ce que je important. Bah, ça couperais fait au partie de montage. toi. Ah oui, Ouais. qu'est-ce que je couperais au montage? Quand je suis très, très énervée. Ah oui, mes moments De nerfs. où je pars en cacahuète, oui, ça c'est bien. En même temps, c'est rigolo. Merci Karine pour cet Merci Karine, épisode. j'ai adoré cet épisode.